Bien, mesdames, messieurs, merci d'être là si nombreux. En principe, la tradition veut que quand on organise une conférence avec le ballet, c'est toujours quasiment une étoile qui est là. Ça a été très longtemps une étoile accompagnée de Brigitte Lefebvre. Maintenant, c'est une étoile parfois accompagnée d'Aurélie Dupont, pas toujours. Et là, nous nous sommes tous rassemblés autour de Paul Marc, qui n'est pas une étoile, vous en conviendrez. Mais vous n'êtes pas directeur de la danse, vous ne pouvez pas dire des choses pareilles, même pas directeur de l'opéra. Mais en tout cas, nous sommes là parce que c'est évidemment un danseur exceptionnel. Alors, je ne sais pas quelle est la légitimité de l'Europe à accueillir ce type de conférence avec un danseur exceptionnel. Il y en a quand même une. Et d'ailleurs, c'est grâce à vous, grâce à vos dons, parce que vous savez que les dons que nous collectons auprès de vous sont reversés à 90% à l'Opéra de Paris. C'est bien normal. Mais le conseil d'administration, dans sa grande sagesse, a la liberté d'attribuer 10% des dons collectés à des projets exceptionnels. Et parmi ces projets, il en est un qui traditionnellement nous tient à cœur, qui est la présentation des danseurs de l'Opéra de Paris au concours de Varna. Et il se trouve, comme vous le savez, eh bien que Paul Marc a remporté la médaille d'or à ce concours. Et donc, vous êtes vous-même très largement responsable de cette décoration. Voilà. Mais Paul le sait. Hein, voilà. Et alors, évidemment, un danseur qui évolue, c'est une évolution personnelle, mais ça ne se fait pas tout seul. Et il a été accompagné dans ce travail préparatoire par Peggy Dursor, qui est danseuse aussi, évidemment, dans le corps de ballet, et Grégory Gaillard, que nous connaissons tous. Voilà. Et donc, c'est un travail préparatoire. Et ils vont nous dire ce qui s'est passé. D'ailleurs, comment se passe ce travail préparatoire à un concours aussi important que celui de Varna. Alors, il avait déjà été décoré par vous, par les membres de l'Europe, puisqu'il avait reçu de la main du président Beffa le prix Jeune Espoir de Ballet, qui est un prix qui a maintenant quelques années, qui récompense le premier nommé à l'issue du concours qui permet aux jeunes danseurs d'entrer dans le corps de ballet. C'est bien ça. Eh bien, cet événement majeur, il a eu lieu en 2014. Ça veut dire qu'il y a simplement 2 ans. Et il ne vous a pas non plus échappé que M. Paul Marc, ici présent, a été promu sujet lors du concours de promotion dans le corps de ballet. C'est-à-dire que c'est une ascension absolument fulgurante. Non, nous ne pouvons pas attendre sa nomination comme étoile. Nous voulons vous présenter cet animal rare tout de suite. Et pour le présenter, je remercie Laura Capel, journaliste au Financial Times, de bien vouloir présenter Paul Marc et ses associés et ses camarades et effectivement entretenir ce débat avec vous, chers membres de l'Europe, qui êtes responsables de tout ça. Merci à vous. Alors bonsoir à tous, je suis très heureuse d'être ici avec vous ce soir, que l'Europe m'ait demandé d'animer cette rencontre avec Paul Marc. Je pense que je ne suis pas la seule, comme vient de le rappeler, à l'avoir vu sur scène il y a quelques semaines dans le concours de promotion, où il a proposé une belle et originale variation de Marco Spada pour récolter la seule place de sujet qui était disponible à ce concours. Je pense que ça ne fait que confirmer son statut, comme on vient de le dire, de jeune espoir du Ballet de l'Opéra de Paris, sans pression. Voilà. La médaille d'or à Varna, bien sûr, fait exactement la même chose. Je tenais à rappeler que c'était la première médaille d'or à Varna pour le Ballet de l'Opéra de Paris depuis Mathilde Froustet en 2004. Ça faisait 12 ans. En sachant qu'entre-temps, bien sûr, il y a eu d'autres médailles. Il y a 2 ans, il y a eu Anna O'Neill qui a eu une médaille d'argent, Hugo Marchand qui a eu une médaille de bronze. Mais c'est une très, très belle réussite pour la compagnie et pour Paul Marc, qu'il a en plus réalisé dans des conditions relativement compliquées, étant donné qu'il a dû changer de catégorie quelques semaines à peine avant le début du concours. Mais on va en reparler avec ses coachs également, Peggy Dursor et Grégory Gaillard. Pour commencer, du coup, je voulais simplement peut-être revenir un petit peu sur son parcours avant l'Opéra de Paris et avant Varna. À savoir, donc, Paul, pour commencer tout simplement, où est-ce que vous avez commencé la danse? Où est-ce que vous avez commencé la danse? Vous venez de Dax. Comment est-ce que vous êtes arrivé à la danse? Alors, je viens pas du tout d'une famille de danseurs, puisque mon père est radiologue et ma mère était dans l'armée. Donc rien à voir. Et en fait, ma sœur faisait de la danse. Alors je m'en souviens pas très bien, ma mère m'avait raconté ça, mais j'allais toujours la chercher au cours de danse avec elle. Et il paraît que je restais scotché derrière la vitre et que j'avais qu'une seule hâte, c'était que le cours se termine pour aller dans la salle et me mettre à danser.
Et du coup, j'ai demandé à mes parents s'ils pouvaient m'inscrire. Et dès l'année d'après, donc à 3 ou 4 ans, j'ai commencé la danse dans une petite école privée dans le sud-ouest de la France. Et du coup, quel a été votre chemin jusqu'à l'école de danse de l'Opéra de Paris? Est-ce que c'est un... Vous y êtes entré très tôt, à 10 ans, si je me souviens bien. Ouais. Est-ce que c'était une suggestion de vos professeurs de danse de l'époque? Alors, très peu de temps après que j'ai commencé la danse, comme j'habitais juste à côté de Biarritz, je suis allé à ce fameux stage assez connu. Et là-bas, j'ai pu rencontrer Nicole Cavalin, et qui, voilà, du coup, m'avait rencontré, a rencontré mes parents, et leur avait demandé si je souhaitais en faire réellement mon métier. Donc, m'a un peu poussé et orienté vers l'Opéra de Paris. Et après, par la suite, j'avais pu rencontrer une danseuse qui était en première division à l'époque, qui venait également du Sud-Ouest. Et voilà, j'avais beaucoup parlé avec elle de l'opéra, de l'école de danse. Et donc voilà, j'avais demandé à mes parents de passer le concours et ça a marché. Donc, du coup, l'école de danse de l'Opéra, ça a été des années d'internat pour vous, étant donné que vous êtes entré à 10 ans, mais vous avez tout de suite été en résidence à l'école. Comment est-ce qu'on vit l'école de danse quand on arrive aussi jeune, quand on fait toutes les années? Quels souvenirs est-ce que vous gardez de l'école? Au début, c'était très dur parce que j'avais jamais été éloigné de mes parents. Donc forcément, de se retrouver à 800 km d'eux, ça fait un petit peu bizarre, surtout à 10 ans. Et puis au fur et à mesure, on s'habitue et puis on se laisse guider. Et à cet âge-là, on ne se rend pas forcément réellement compte de ce qui se passe. On est très jeune. Donc en même temps, on a la conscience d'être dans une très grande école, de devoir fournir un travail assez important. Et en même temps, on se laisse guider parce qu'on a les professeurs qui nous encadrent et qui sont là pour nous faire suivre le chemin. Donc, en fait, j'ai envie de dire que j'étais semi-conscient réellement de ce qui se passait et de ce que je vivais. Mais au fur et à mesure, bien sûr, on devient de plus en plus conscient des enjeux, de l'importance de l'école de danse, de tout ce que l'institution de l'opéra représente. Voilà. Et est-ce qu'il y a eu des années plus difficiles que d'autres, des étapes peut-être plus difficiles que d'autres dans l'apprentissage de la technique de l'école française? Chaque année à l'école de danse, en fait, on a des professeurs qui ont des styles très différents. Puisque chaque professeur va nous apporter quelque chose de différent et puisque forcément on a besoin de certaines choses à un certain âge et pas plus tard ou pas plus tôt. Donc chaque professeur nous apporte quelque chose de très différent, que ce soit d'abord la rigueur, la discipline, puis ensuite la technique, puis ensuite le côté artistique. Et donc je dirais pas qu'il y a eu une année plus difficile que d'autres, mais elles ont toutes été très différentes. D'accord. Et par contre, donc vous êtes entré directement, je crois, premier dans le corps de ballet, très tôt. Est-ce que vous avez dansé des rôles qui vous ont marqué également dans les spectacles de fin d'année de l'école de danse? Oui, mais surtout la dernière année, j'ai eu la chance de participer dans beaucoup de productions au spectacle de l'école. J'avais des très bons rôles, j'étais très content de pouvoir danser. Ça apporte une expérience déjà avant de devenir professionnel. Une expérience en scène sur cette magnifique scène juste à côté. Après, je dirais qu'il y a un ballet qui m'a énormément marqué. En première division, c'était Yondering. C'était assez différent des autres ballets qu'on avait à ce moment-là. Et toute la recherche artistique m'avait énormément plu sur ce ballet. Et vous entrez dans le corps de ballet en 2014, donc il y a à peine 2 ans, comme on vient de le dire, c'est encore très récent. C'était aussi une période de transition pour le ballet de l'Opéra de Paris, un nouveau directeur qui arrivait cette année-là. Comment est-ce qu'on vit l'arrivée dans une compagnie aussi importante, aussi complexe que l'Opéra de Paris en tant que jeune danseur? Comment est-ce que ça s'est passé pour vous, cette transition? Déjà assez facilement, puisque finalement, en fait, d'être en internat à l'école de danse, ça me permettait d'être quand même assez indépendant, d'être déjà éloigné de ma famille, voilà, toutes ces choses-là, pour moi, c'était, on va dire, acquises. Et en entrant dans la compagnie, j'ai eu la chance, du coup, d'être vraiment coaché, cadré par des personnes, par des danseurs du ballet. Ils m'ont tous accueilli à bras ouverts et donc je l'ai très bien vécu et ça a été assez facile de rentrer dans cette grande maison. Alors vous avez travaillé avec plusieurs coachs déjà ces 2 dernières années. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite idée d'avec qui vous avez travaillé au fil des années? À quel moment? Avant Varna, bien sûr, puisqu'on va en reparler. Mais... alors en 4e division, Wilfried Romoli, qui était notre professeur à l'époque, était parti remonter le Sacre du Printemps, je crois, à Vienne.
Et pour le remplacer, c'était Gilles Zohar qui était venu nous donner les cours de danse. Et en fait, depuis ce moment-là, on ne s'est jamais lâché. Et voilà, il continue à me suivre encore aujourd'hui. Il m'a énormément fait travailler pour le concours de promotion de cette année. Donc, je ne le considère pas réellement comme un coach, je le considère plus comme mon mentor, puisqu'il me suit depuis que je suis tout petit. Et après, j'ai essentiellement du coup travaillé avec Grégory et avec Peggy pour Varna. Et bien sûr avec les répétiteurs, les professeurs, en cours, en répétition. Voilà. Et donc dès les 2 premières années, surtout la saison dernière, vous avez eu de petites opportunités d'être sur scène dans des rôles. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Comment est-ce qu'on aborde des premiers rôles de soliste, même petits, mais malgré tout, on a l'occasion de se présenter en tant que soliste sur scène. Comment est-ce qu'on aborde ça quand on arrive tout jeune dans la compagnie? Très honnêtement, je ne sais pas. Parce que tous les rôles hors corps de ballet que j'ai pu faire sur la scène de l'opéra, c'était à la dernière minute, on va dire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai fait des rôles solistes sans remplacement à la dernière minute de danseurs qui étaient blessés ou malades, ou voilà, qui avaient des raisons et qui ne pouvaient pas danser. Et entre autres, le premier que j'ai eu, c'était sur Variation Goldberg, où en fait j'ai dû apprendre le ballet pendant la nuit pour le lendemain. Voilà. Pour ensuite faire 11 représentations sur 14. Voilà, il y a eu aussi également la création de Forsyth, où François Allus s'est blessé 2 ou 3 jours avant la première, donc on a dû également le remplacer. Quand il y a eu la reprise cette année, Pablo Legaza aussi s'est blessé en plein milieu des représentations, donc on est venu sur un jour de repos pour apprendre ses parties solistes et le remplacer. Pour Violin Concerto, là très récemment, ça a été à peu près la même chose, mais j'ai eu beaucoup de préparation, j'ai eu 4 jours. C'est une belle opportunité de travailler aussi tôt dans une carrière avec William Forsythe. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du travail avec lui sur Blake Works, même s'il y a eu la dimension de remplacement à la dernière minute? Comment est-ce qu'il est en studio? Comment est-ce que vous avez vécu cette création? Mais je pense que Grégory pourra vous en parler aussi, puisqu'il était aussi sur la création. La question c'est toujours incroyable de pouvoir rencontrer le chorégraphe d'un ballet. Sur une création, bien sûr, c'est nécessaire, mais de pouvoir vraiment travailler avec le chorégraphe, qui puisse réellement nous transmettre ce qu'il veut dire, ce qu'il veut nous faire faire, ça nous apporte tellement, puisqu'on a la vision première du ballet, et pour le coup, William Forsythe est quelqu'un de très très bienveillant, d'adorable, toujours de bonne humeur. Je crois qu'il n'y a pas eu une seule répétition stressante ou horrible, méchante ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est très abordable et très patient et très très gentil. Et Grégory, pour vous, c'était la première fois le travail avec William Forsythe? Oui. Ou est-ce que... Oui. Quelque chose à rajouter sur les Non, répétitions? il a tout dit. C'est quelqu'un de bienveillant, vraiment très attentionné avec ses danseurs, et ça, c'était hyper agréable. C'était super comme expérience. Sur Artifact Suite. D'accord. Bien avant. Belle rencontre malgré tout. Pareil. Ok. Alors, pour ce qui est de Varna, venons-en un petit peu à Varna, puisque ça a commencé assez tôt la saison dernière et que, en plus, la ROP a largement contribué au succès de l'aventure. Comment est-ce que vous avez décidé de préparer Varna avant tout? Pourquoi choisir de préparer Varna? Le concours de Varna, bon, j'en avais énormément entendu parler, j'avais vu énormément de vidéos sur Internet. Et je m'étais vraiment dit que je voulais le passer, ça m'intéressait énormément. La scène est assez mythique pour les danseurs. Et en décembre dernier, sur la Bayadère, Ambre Charcosso, qui voulait également passer ce concours, voilà, m'a demandé si du coup j'acceptais de le passer en couple avec elle. Donc bien sûr, j'ai tout de suite dit oui, et on a commencé à travailler très peu de temps après, en février du coup. Voilà, oui, c'est ça. En février, on a commencé à travailler, donc on a beaucoup travaillé pendant beaucoup de temps, c'était assez intense. Et malheureusement, 2 semaines avant le concours, elle s'est blessée et du coup, elle n'a pas pu participer au concours. Voilà, donc c'était assez aussi fait à la dernière minute, j'ai envie de dire.
Mais voilà, donc j'ai un peu regretté de ne pas l'avoir fait avec elle. Mais bon, c'était la meilleure chose à faire pour elle. Elle était blessée, elle ne pouvait plus danser, donc voilà. Bon, et du coup, il y a eu des changements sont intervenus dans le programme même, puisqu'en fait, pour Varna, il faut préparer beaucoup de variations quand on passe en solo et pas deux quand on passe en couple. Comment s'est passé le choix, du coup, des extraits que vous vouliez danser sur scène? Qu'est-ce qui vous a guidé dans ce choix, à l'origine et ensuite en solo Là, pour le coup, et vous c'est pouvez en parler Grégory. justement avec Grégory. Oui, Grégory m'a énormément aidé pour le choix, puisque du coup, avec Ambre, on avait travaillé 5 pas de 2, 3 classiques et 2 contemporains. Et pour le passer en solo, on doit préparer 8 variations, 6 classiques et 2 contemporaines. Donc déjà, il y a 3 variations qui sont tombées assez rapidement, puisque c'est les 3 variations des pas de 2 classiques. Après, ça a été un petit peu plus difficile pour les autres variations, et surtout pour les contemporaines, puisqu'on doit respecter des dates de création assez strictes. Et oui, et du coup, il m'a énormément aidé, puisque tout de suite, il m'a proposé Génus de MacGregor, que j'ai dansé pour le 3e tour. Et c'est très bien tombé, puisque Grégory a fait la création avec Mathias Eman de ce rôle-là et de cette variation. Donc, en plus de ça, j'ai pu avoir la vision et les corrections de quelqu'un qui l'a dansé et qui l'a créé. Et pour les variations classiques, celles qui restaient, ça s'est fait finalement assez naturellement. On a essayé de rester absolument dans le style de l'école française. Et donc finalement, le choix des ballets et des variations dans les ballets tombait assez sous le sens de ce qu'on voulait représenter. Et donc Grégory donc a répété avec vous jusqu'au départ pour Varna, mais donc n'est pas venu à Varna, et ensuite Peggy a pris le relais à Varna. Du coup, pour ce qui est de la période avant Varna de préparation vraiment ici à Paris, Grégory, est-ce que c'était la première fois que vous prépariez un danseur à un concours? Comment est-ce qu'on aborde la préparation d'un concours comme Varna du point de vue du répétiteur? Ouais, c'était la première fois que je préparais quelqu'un pour Varna ou pour n'importe quel autre concours par ailleurs. C'était assez difficile parce qu'on a commencé en couple. Et après, la décision pour Ambre d'arrêter a été compliquée aussi. Donc, je sais pas, hein, sincèrement, il a choisi les variations, il a fait une liste en fait de variations. On a choisi ce qui était le plus français, le plus représentatif, le plus chic en fait, parce que en vérité, la danse française, c'est la danse la plus chic qui existe. Et, donc du coup, voilà. Après, ça s'est fait. En fait, c'est un tellement bon coach qu'il ne sait même pas comment il fait. Non, mais ça s'est fait avec de la passion, avec de l'amour. Après, Paul, c'est quelqu'un qui est extrêmement doué aussi, qui comprend très vite, qui est très intelligent. Donc c'est pas étonnant qu'au bout de 2 ans, il arrive à être sujet, que les chorégraphes le veulent comme Forsyth. C'est pas du tout étonnant parce que voilà. On lui dit quelque chose et tout de suite il applique les corrections. C'est quelqu'un de très intelligent, vraiment. Et vous faites aussi répéter des danseurs très régulièrement pour le concours de promotion ou dans d'autres cadres. Quelle différence ça fait? Quelle différence vous voyez entre le fait de préparer quelqu'un à un concours comme le concours de promotion de l'opéra et le fait de préparer un concours international comme Varna? Est-ce que vous a changé un peu la direction de votre travail? Un petit peu, parce que Varna c'est quand même particulier. Il y a eu toute une époque à Varna où ils étaient un peu anti-français. Donc c'était un peu compliqué pour les Français d'arriver à Varna. Après, c'est autre chose. Le concours de promotion interne, c'est autre chose qu'un concours international où il y a des directeurs de compagnie, où on représente l'Opéra de Paris, et que lorsqu'on représente l'Opéra de Paris, c'est toujours... on attend quelque chose vraiment de très haut, de très bon niveau et tout ça. Donc on ne peut pas être en dessous de ce qu'on attend, en tout cas. Après, encore une fois, la préparation a été hyper simple parce qu'il est doué, quoi. Mais c'est vrai, hein, vraiment. Moi, j'ai rarement vu un danseur comme ça. Mais vraiment, Paul. Non, mais vraiment, donc ça a été très simple. En fait, après, effectivement, on a eu 4 mois. On a eu les 4 mois avec Ambre. Voilà, mais le travail qu'on a fait pendant les 4 mois, ça lui a servi aussi. Il a continué ce travail-là. Donc... de toute façon, il a l'habitude
d'être pressé dans ces trucs, visiblement. C'est comme ça qu'on apprend le métier aussi. Hein. En avant le plus vite possible. Oui. Et ce type de concours se prépare évidemment sur le temps libre en fait, des danseurs et des répétiteurs. Quelle charge de travail ça représente pour vous tous en parallèle de vos journées de travail régulières à l'Opéra de Paris? Qu'est-ce que ça représentait? Vous étiez sur la création de Forsyth, mais il y a eu d'autres spectacles avant. Ça a été combien de temps de travail? Comment est-ce que vous vous organisiez pour travailler? Entre les répètes et les spectacles. Voilà, c'est-à-dire que quand on avait une demi-heure de libre, une heure de libre, voilà, on en profitait en fait pour essayer de trouver un studio dans Garnier et travailler autant que possible. Ça a été un peu plus facile sur la fin de saison, puisque pendant toute la période des spectacles de la création de William Forsythe, on n'avait plus de répétition. Donc c'est-à-dire que voilà, je prenais le cours le matin et on avait tout l'après-midi pour répéter. Donc ça variait énormément. Les jours où on avait beaucoup de répétitions, on pouvait se voir une demi-heure seulement. Et puis les jours où on ne travaillait pas, on pouvait se voir 4 heures, 5 heures. Et après, on avait l'occasion aussi de pouvoir réserver des salles. Oui. Et ça, c'était chouette parce que c'est la première année qu'ils font ça. C'est plutôt pas mal de réserver des salles pour pouvoir avoir son moment de travail, quoi. Entre les répètes, entre les cours et tout ça. Mais pour Paul, à mon avis, ça a dû être vraiment fatigant et difficile. Ouais. Ça valait le coup. Ouais, ça valait le coup, ouais, ça, c'est sûr. Et est-ce que dans l'optique de présenter les variations à un public international, donc on sort complètement du cadre de l'Opéra de Paris, est-ce que vous avez travaillé certains détails pour aussi plaire à un jury international, plaire à un public international, ou est-ce que vous êtes vraiment resté dans la même optique que quand vous travaillez des variations à Paris dans le cadre de l'opéra? Pour l'instant, du coup, moi, j'ai pas eu énormément d'occasion de travailler réellement des variations du grand répertoire classique et contemporain de l'opéra. Mais je pense qu'on a essayé vraiment de rester dans un style très français. Limite de l'accentuer encore plus. Ouais. On a vraiment joué la French touch, voilà, on va dire ça, mais on a vraiment joué ça. Oui, puisque finalement, on se rend compte que ça plaît assez et ça sort un petit peu de l'ordinaire du style des autres compagnies dans le monde, je pense. C'est pas que tu penses, c'est sûr. Vous avez vu la retransmission ou... Oui. Voilà. On voyait la différence entre la danse française et les autres danses où ils prenaient tous des Don Quichotte, des corsaires, Lui, il a pris Aubert, il a pris Donizetti, il a pris la Sylphide. Il y a un choix éclectique qui était important. Et d'ailleurs, les gens t'ont dit ça, que ton choix était très intelligent. Et ça se démarquait de tous les autres. En tout cas, moi, quand je t'ai vu à la télé, ça se démarquait. Oui, donc puisque Grégory finalement a vu le concours sur Internet, donc étant donné qu'il était diffusé en direct, puisqu'il ne pouvait pas aller à Varna, et Peggy a pris le relais à ce moment-là, au moment juste avant le départ pour Varna. C'est pas tout à fait exact parce que j'ai vu un petit peu, pas beaucoup, mais j'ai vu un peu Paul avant de partir quand même. C'est vrai. Et ensuite, les 2 semaines à Varna complètes pour être là avec lui et le suivre. Là, c'était vraiment du 24 heures sur 24 ensemble. Et comment s'est passée la transition déjà, le passage, enfin le moment où vous avez repris le travail avec lui? Sur quoi est-ce que vous avez voulu insister avec lui dans le travail des répétitions? En réalité, j'avais déjà commencé un petit peu à le voir, donc c'était pas une nouveauté. Par contre, avant de partir, j'avais décidé de prendre un rendez-vous avec lui, qui a été un petit peu long, où on a planifié tout ce qu'on voulait apporter pendant le concours de Varna, tant sur un point de vue éthique que dans notre manière de nous comporter. J'ai appris à le connaître. Je lui ai demandé assez rapidement comment il allait gérer ses émotions et ce qu'il se connaissait par rapport à ça. Donc on a fait du détail. Et on a étudié tous les points à mettre en place pour éviter de se fatiguer sur place et de ne pas être prêt mentalement à la compétition. Donc ça, c'était essentiel. Puis après, on s'est retrouvés à Varna. Parce que finalement, le fait d'avoir 2 coachs permet d'avoir 2 approches différentes. Qu'est-ce que vous avez pris du coup des 2 enseignements? Qu'est-ce que les deux approches vous ont apporté dans la préparation? Je pense qu'ils m'ont tout apporté en fait. Tout ce dont j'avais besoin réellement et tout ce dont j'avais envie, puisque finalement, en fait, les rôles ont presque même été très bien partagés, puisque le travail en studio avec Grégory était hyper intéressant. Il a une vision de la danse française
qui est juste incroyable. Voilà, il m'a apporté tout ce qu'on voulait montrer à Varna. Et Peggy, du coup, à Varna même, a fait un boulot monstre également. Elle a... voilà, c'est-à-dire que quand je dormais 2 heures, elle a dormi qu'1 heure pour pouvoir faire la communication, pour pouvoir me masser, pour que j'ai pas mal aux jambes le lendemain, regarder les plannings, faire les horaires, voilà. Donc les deux, en fait, m'ont apporté énormément, m'ont soutenu énormément, et vraiment, oui, je pense que ça pouvait pas mieux se faire. Oui, parce qu'il faut peut-être rappeler que les conditions de travail sont un peu folles à Varna. C'est un théâtre en plein air, où historiquement même la scène était en bois, avec des trous. Apparemment, ils l'ont refaite pour cette année, donc c'était un petit peu mieux. Où les danseurs, du coup, parce que c'est en plein air, répètent pendant la nuit. C'est-à-dire qu'en soirée, il y a le concours, chaque tour pendant 2 semaines. Et ensuite, les danseurs répètent jusqu'à 5 heures du matin, en profitant des conditions. Comment est-ce que vous avez vécu ces circonstances tellement particulières qui sont uniques à Varna? Est-ce que ça a été difficile de s'adapter au début? On s'attendait à quelque chose de difficile. Paul avait été un peu briefé. Il avait posé des questions aux danseurs de l'opéra qui avaient déjà passé Varna. Et on a quand même assez rapidement constaté que c'était pas si difficile. C'était difficile, mais on était plutôt détendu par rapport à l'organisation. On était au millimètre, on avait à peu près 10 sonneries de téléphone par jour synchronisées pour savoir à quelle heure on devait manger, à quelle heure on devait travailler, à quelle heure on devait faire des débriefings, enfin, voilà, c'était vraiment très organisé. Oui, après, je pense que sur place, ça s'est fait finalement assez naturellement. Et en fait, c'est plus quand on y repense que voilà, je me demande comment j'ai fait pour filer Génus à 5h30 du matin. Je pense que je ne pourrais pas le refaire. Mais finalement, sur place, ça se fait assez naturellement et on est dans le bain, on est porté par le concours, donc on suit le mouvement et ça passe. Il faut dire aussi que le lieu de Varna est sublime. On sent que c'est chargé de beaucoup d'émotions et c'est très très beau. Après les horaires de nuit, faut dire que Paul est un danseur très adaptable. Il a été capable de danser à la nuit, le lendemain matin avec seulement 2 heures de sommeil, sous 40 degrés, dans toutes les conditions possibles et inimaginables, sans être perturbé, en donnant toujours le meilleur de lui-même. C'était quand même, ça c'est aussi un défi. C'est-à-dire qu'on peut être un très bon danseur et arriver dans les conditions, perdre ses moyens, et ça n'a pas été le cas de Paul du tout, à aucun moment. C'était important. Et il y a énormément de danseurs venus du monde entier qui viennent passer Varna, d'Asie, de Russie, enfin de toutes les parties du monde. Est-ce que vous avez senti en arrivant une forme de rivalité avec les danseurs? Quelle est l'atmosphère? Est-ce qu'on se fait des amis à Varna? Comment ça se passe? C'est-à-dire que il y a des personnes avec qui j'ai toujours des contacts. Pas plus tard que dimanche dernier, j'étais avec la fille Amanda Gomez qui a gagné également la médaille d'or la même année que moi, pour lui faire visiter l'opéra. Elle est en tournée en ce moment en Europe et elle a fait une petite halte à Paris. Et puis il y a des personnes qui nous méprisent du début à la fin et qui veulent nous écraser à tout prix. Voilà, mais finalement, ça se gère. En fait, Paul m'avait donné le mauvais rôle. On l'avait convenu avant de partir, c'est-à-dire qu'on a quand même un temps de travail défini. La plupart du temps, c'était 20 minutes, une demi-heure sur scène, en temps de répétition. Et il ne s'agissait pas en fait de déborder. On s'était imposé le fait de respecter, d'être dans la bienveillance de chaque concurrent et du staff. Donc nous, on respectait les horaires, mais c'était assez identique pour les autres. Donc j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de respect de la part des concurrents à ce niveau-là. Si ça se passait, qu'effectivement ils dépassaient, là c'était mon rôle d'aller les voir et de leur dire très gentiment avec beaucoup de bienveillance que voilà, leur temps était terminé et qu'il fallait qu'on répète. C'était important, on ne pouvait pas se permettre de perdre du temps. Voilà. Sinon, il y a quand même une très bonne ambiance à Varna et on fait des très belles rencontres. Et donc le concours se déroule en 3 tours, pour clarifier pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi au moment des événements. Donc il y a 3 tours, avec à chaque fois 2 ou 3 variations à chaque tour, si je ne me trompe pas. On a dit que certaines des variations étaient préparées à la dernière minute, étant donné qu'il y a eu le changement de catégorie. Comment s'est passé le concours lui-même? Vous avez dansé donc Grand Pas Classique, Gisèle, Le Lac des Cygnes, un beau répertoire. Est-ce que vous étiez satisfait de vos performances sur scène?
Très honnêtement, sur le coup, je ne savais pas tellement à quoi m'attendre, ce que j'avais fait, si ça avait plu, si ça n'avait pas plu. J'avais les retours de Peggy qui étaient plutôt très encourageants. Et oui, c'est vrai, du public aussi. Le public est très, très connaisseur, en fait. Puisque le concours de Varna, ça fait quand même pas mal de temps qu'il a lieu dans cette ville. Donc le public est très connaisseur et ils sont incroyables. Oui, en fait, finalement, les variations que j'ai le moins bossées, j'ai l'impression que c'est celles qui sont le mieux passées. On a quand même dû travailler sur place. C'était combien de variations 8. Que tu n'avais pas travaillé avant. Voilà, il y avait quand même 5 variations qu'il a dû travailler en très peu de temps, parce qu'il y a eu le changement de choix par rapport à Ambre qui était blessé. Du coup, il a quand même dû travailler sur place. Seulement, il faut savoir que dans les conditions sur place, il nous est arrivé au début de travailler dans une salle de basket, avec un sol extrêmement dur, du coup, ou même une salle de gymnastique avec des enfants qui s'entraînaient à la gymnastique à côté. Donc on n'a pas vraiment l'habitude d'avoir à l'opéra ce genre de conditions. Et on est plutôt même chanceux, parce qu'on a quand même du luxe en termes de moyens, en tout cas ici. Et on a fait le choix de ne pas travailler à fond les variations les jours où on n'était pas dans les bonnes conditions, afin qu'ils ne se blessent pas, afin qu'ils ne se fatiguent pas. C'était un choix un petit peu risqué, parce qu'on a décidé d'aller exploiter des temps de pause sur scène où on n'était pas sûr d'avoir la scène. Donc on a eu de la chance. On a eu les moments où justement personne ne voulait danser. Souvent parce qu'il faisait 40 degrés ou qu'il était 18h30 et que tout le monde voulait dormir. Et du coup, Peggy, sur quoi est-ce que vous avez axé votre préparation à ces moments-là, entre les tours, juste avant les variations? Est-ce que dans ces cas-là, vous travaillez plutôt avec les danseurs à la dernière minute sur le jeu, sur l'intention, sur la préparation mentale? Quels sont vos axes? Alors, moi, je me suis spécialisée quand même dans la préparation mentale, mais pas que. Il a dû s'entraîner et j'ai utilisé énormément l'outil vidéo. Où on faisait un gros travail sur la vidéo en débriefing après, à l'hôtel, partout, dans les parcs, le parc attenant à Varna, dans toutes les conditions. Et c'était assez clair que chaque chose devait être conscientisée et qu'il puisse se débarrasser de toute forme de stress lié au fait qu'il ne sache pas ce qu'il a à faire. C'est-à-dire qu'il était déjà très bien préparé par Grégory auparavant, mais sur les dernières variations, il y avait des choses en fait encore à préparer et c'était important qu'il soit tranquille par rapport à ça, en termes aussi de préparation mentale. Et alors, médaille d'or au final, est-ce qu'on est surpris? Comment s'est passé la remise des prix? Est-ce que vous avez été surpris des résultats par rapport à la compétition? Comment vous l'avez vécu? Alors pour vous raconter vraiment toute l'histoire, pour l'annonce des résultats, on a été convoqué dans une salle de conférence dans l'hôtel où il y avait tout l'accueil du concours. Ça m'a paru interminable d'ailleurs, l'attente avant de rentrer. Très long. Et au moment d'arriver dans la salle de conférence, on s'est placé avec Peggy et sur la table du jury qui était en face de nous, on s'est retrouvé pile en face de Éric Vuan, donc le jury français, le seul qui était présent à ce moment-là. Et au moment où tous les membres du jury rentrent, ils vont se placer chacun à leur place. Éric Vuan nous voit, donc il nous fait un petit signe. Et puis, il nous fait Et comme ça. Bon, on savait pas trop à quoi s'attendre. Du coup, on a décrypté un bon, ça va. Non, bon, ça va. On savait pas trop. On s'était dit peut-être que c'est moins que ce que je voulais, mais bon, ça va. On savait pas trop à quoi s'attendre. Et du coup, Peggy m'a dit bon, je pense que tu as une médaille de bronze. Donc, on attend tous les résultats. Forcément, on était les derniers à les avoir. Et médaille de bronze, j'y étais pas. Donc elle me regarde, elle me dit médaille d'argent. Médaille d'argent, j'y étais pas. Donc elle me regarde et elle me dit médaille d'or.
Et je lui dis, mais non, il nous a fait ça, ça veut dire non. Et puis en fait, au final, grande surprise, du coup, énorme joie. Honnêtement, on s'y attendait pas, je pense. Non, du coup, il nous avait pas préparé à ça. Si. Ah bon, si. Moi, je m'y attendais. Donc voilà, oui, donc assez surpris sur le coup. Du coup, on savait plus quoi penser, on savait pas à quoi s'attendre. Et puis, bon, quand les résultats tombent, c'est quand même une grosse boule de stress qui tombe. Il y a toute la fatigue aussi qui tombe, il y a tout. On relâche tout et c'est un moment assez incroyable. C'est un moment très émotionnel, en fait. On est tombés dans les bras l'un de l'autre, c'était assez fort. Il faut dire quand même qu'on n'a pas eu... on pensait peut-être, éventuellement, aller voir la mer quand on est arrivé à Varna. C'est une petite station balnéaire plutôt sympa. Et en fait, on l'a vu un quart d'heure avant de partir à 2h du matin le dernier soir. Donc, c'était pas vraiment ça. On n'a pas arrêté. Donc, c'est vrai que bon, on a vécu notre émotion, ce qui était peut-être un petit peu gênant parce qu'il y avait des gens du monde entier, notamment un public japonais. Et c'est pas habituel pour eux de montrer leurs émotions, mais on l'a quand même vécu. On s'est pas interdit de le vivre parce que c'était génial. Et une médaille d'or à Varna, c'est un vrai signe dans le monde de la danse, c'est une vraie marque de reconnaissance dans certaines compagnies. Paul, vous me disiez que dans certaines compagnies, quand on a une médaille d'or à Varna, si on est dans le corps de ballet avant, quand on revient avec une médaille d'or, on est automatiquement promu soliste. Évidemment, ça ne marche pas comme ça à l'Opéra de Paris. Mais quel effet... Pardon ? On n'est pas loin, donc il est monté sujet. C'est vrai. Mais du coup, quels effets ont eu Varna a posteriori ? Est-ce que c'est un lieu où on développe aussi des contacts ? Est-ce que vous avez eu des retours a posteriori ? Qu'est-ce que ça a changé pour vous, le fait d'avoir passé Varna ? Oui, déjà, première chose, on fait énormément de rencontres, que ce soit les danseurs, donc j'ai encore pas mal de contacts avec certains, avec qui je me suis très bien entendu. Ensuite, ça permet aussi de rencontrer des grandes personnalités de la danse qui étaient présentes dans les membres du jury. Donc, très grande rencontre, notamment avec Éric Vuan, avec Eldar Aliev, qui est le maître de ballet en chef du Mariinsky, avec qui ça a bien accroché. Et puis aussi des personnalités comme Vladimir Vassiliev, qui était président du jury. Voilà. Après, Varna, ça apporte toute une palette en fait de choses, puisque effectivement, à l'opéra, on n'est pas automatiquement promu soliste ou quand on gagne une médaille d'or, mais en même temps, tout le travail qu'on a fait avant, le travail que ce soit de pas de deux, des variations, l'expérience sur scène, forcément, ça nous apporte énormément, ça nous fait progresser. Ça nous donne énormément aussi quelque part de confiance en soi, puisque se présenter devant des personnes du monde entier, devant des personnalités de la danse très importantes, ça nous fait une expérience qui nous apporte beaucoup de par la technique, l'artistique, la confiance en soi. Voilà, donc en fait on peut en retirer énormément de choses et je pense qu'ils m'ont aidé à en retirer énormément de choses, surtout. Ce qu'il n'ose pas dire, parce qu'il est très humble, c'est qu'on a essayé de le débaucher quand même de l'Opéra de Paris. Donc il faut le savoir quand même. Donc Varna, ça apporte quand même énormément de choses, parce qu'il y a des directeurs du monde entier. Donc du coup, effectivement, quand on reçoit une médaille d'or, tous les directeurs sont là pour, évidemment, essayer d'avoir le meilleur. Et donc vous restez pour le moment ? Oui, je reste. Donc, et Peggy, je voulais vous demander, parce que vous parliez de préparation mentale tout à l'heure, et c'est quelque chose dans lequel vous vous engagez à l'heure actuelle aussi, dans le cadre d'une formation en parallèle de l'opéra, que vous développez au sein de l'opéra. Qu'est-ce que ça vous a apporté de faire ce travail dans le cadre de Varna, et comment est-ce que vous envisagez de continuer à développer cette pratique avec les danseurs ? En fait, j'ai eu cette grande chance que Grégory vienne me voir un jour pour me proposer l'expérience Varna. Parce que je sentais en moi l'envie de rentrer là-dedans, même si j'avais déjà commencé auparavant. Et là, c'était le bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne. Et aussi, je me suis sentie efficace. Donc ça m'a donné confiance en moi par rapport à mes compétences.
hasard du calendrier, peu de temps avant de partir, j'ai décidé de reprendre mes études. Il faut savoir qu'à l'école de danse, aujourd'hui, on nous propose une licence en danse et humanité. C'est très récent, je trouve ça très bien. C'est surtout que ça peut permettre aux jeunes qui viennent juste d'avoir leur bac de continuer leurs études et de s'ouvrir à une culture générale, parce que c'est une très belle licence. Donc au début, je me suis dit pourquoi pas, je suis quand même à 2 ans de ma reconversion. Et puis finalement, je me suis dit non, j'ai mon diplôme d'enseignement de la danse, mon diplôme d'État. Ce serait peut-être bien que j'aille vers quelque chose qui me plaît vraiment, c'est-à-dire la préparation mentale. Mais je ne pensais pas pouvoir accéder, puisque là je suis rentrée en 2e année de master, directement en 2e année de master. C'est-à-dire que j'ai une équivalence en 3e année de licence, mais j'ai eu un très bon contact avec le directeur de l'université, qui, de par le parcours du sportif de haut niveau et aussi peut-être effectivement le fait d'avoir eu des résultats, etc., a voulu tout de suite me donner cette opportunité. Donc dans le cadre de cette année d'université, on me demande de faire un stage et j'ai eu la chance d'avoir la confiance d'Aurélie Dupont par rapport à ce stage qui me permet de le faire dans la compagnie auprès de la population des jeunes danseurs. Donc ils sont à peu près 13-14 et j'ai de plus en plus de gens volontaires qui viennent me voir pour me dire pourquoi pas nous. Donc j'ai accepté quelques volontaires dans la compagnie et pour l'instant ça se passe très bien, je suis déjà à 60 heures de stage. Donc oui, les retombées de Varna, en tout cas pour moi en termes de confiance, un peu comme Paul je pense, ça m'a fait du bien, ça m'a permis aussi de voir l'univers de la danse à l'international. Et ça, c'est très, très important de le garder, parce que parfois, on reste un petit peu cantonné dans notre façon de voir les choses, mais il y a tout un monde, il n'y a pas que l'Opéra de Paris, il se passe plein de choses ailleurs, et on a à apprendre de partout. Et Grégory, pour vous, le travail de préparation s'intégrait aussi dans un travail plus large avec les danseurs, notamment, vous disiez que vous travaillez avec un danseur de l'école de danse à l'heure actuelle, que vous suivez depuis quelques années. Est-ce que c'est une activité que vous aimeriez développer? Qu'est-ce qu'elle vous apporte à l'heure actuelle dans votre carrière de danseur? La transmission, c'est quelque chose d'important, en fait. Moi, j'aime ça. Voilà. J'aime transmettre, j'aime apprendre. J'apprends toujours, d'ailleurs, même maintenant. Hein, et du coup, je transmets toujours ce que j'apprends maintenant. Mais je ne sais pas ce que je veux faire après. Je ne sais pas. C'est un peu confus. Oui, j'aime coacher, mais j'aime coacher ce genre de personnes qui sont hyper... présent et qui rechigne pas, t'es jamais arrivé en faisant la gueule, non? T'es jamais arrivé en disant ah j'ai pas envie ou... Je crois pas. Non, t'es jamais arrivé comme ça. Donc oui, c'est super d'avoir ce genre de personnes. Effectivement, à l'opéra, on a ce genre de personnes. C'est du caviar. Pardon ? C'est du caviar. Ah ouais, c'est vraiment du caviar. Après, moi, ce qui m'intéresse pas, c'est les petits, par exemple, parce que je trouve ça compliqué. Il faut, voilà. C'est compliqué, mais je l'ai fait parce que j'ai suivi Milo avec qui est à l'école de danse depuis la 6e division, maintenant il est en 1re division, donc je l'ai fait, il n'y a pas de problème. Et pour la suite, oui, je pense que je vais encore coacher. J'aime la chorégraphie, je vais chorégraphier. À côté, je fais aussi des choses avec des personnalités un peu de la variété, des choses comme ça. Donc, s'ouvrir, c'est ce que disait Peggy, en fait, s'ouvrir. Avec mes compétences de l'opéra et de danseur de l'opéra, m'ouvrir à quelque chose de plus vaste. Être curieux. Je ferme pas la porte, en fait. Tout est ouvert. Et, là, récemment, par exemple, j'ai accompagné Zaz un peu pour son concert parce qu'elle avait besoin d'un moment où elle se sentait bête parce qu'il y avait un gros break de musique. Et du coup, on a chorégraphié un petit truc pour qu'elle se sente à l'aise avec son corps et tout ça. Donc voilà, ça aussi, ça m'intéresse. Travailler avec des photographes, tout ça. Mais le coaching, c'est impressionnant parce que c'est comment la personne en face va s'approprier en fait la correction. Et ça, c'est tellement différent à chaque danseur en fait. Et des fois, ça marche pas, et des fois, ça marche même mieux que ce que l'on demandait en fait. Et oui, c'est un truc. C'est un truc très particulier, la transmission, je trouve. Vraiment, c'est très particulier. Il faut vraiment avoir envie. Si on n'a pas envie, le danseur en face n'arrivera jamais. Vraiment. C'est vraiment une envie, quoi. On peut pas
du jour au lendemain se dire, même si on a été un super bon danseur, on ne peut pas du jour au lendemain se dire je vais être un bon prof parce que j'ai été un super bon danseur. Ça n'a rien à voir. Vraiment, la pédagogie et être danseur, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Et, je trouve que d'ailleurs, la pédagogie, en tout cas l'enseignement, la danse se rapproche plus de la chorégraphie parce qu'on est obligé d'inventer des pas, d'être sur la musique, de voir comment l'élève progresse, si c'est pas trop dur, si il faut qu'il avance plus vite. Ça se rapproche plus de la chorégraphie que... je sais plus ce que je disais. Je m'arrête là. Et peut-être une dernière question pour Paul, puisqu'on sort tout juste de la période du concours de promotion. Bon, vous avez été promu aux 2 concours de promotion que vous avez passés, donc peut-être que votre expérience n'est pas celle de tout le monde pour le moment. Mais comment est-ce que, quelles sont les différences entre le concours de promotion de l'Opéra de Paris et passer un concours comme Varna? Lequel est le plus stressant? Sans hésiter, le concours de promotion. C'est incroyable de pouvoir se retrouver sur cette scène tout seul. À mon premier concours de promotion l'année dernière, c'était vraiment la première fois que je me retrouvais à danser seul, à avoir tous les yeux braqués sur moi. Autre bien sûr que le concours d'entrée, mais c'est encore différent. Et donc c'est vraiment un privilège, c'est un moment incroyable, mais c'est tellement stressant, c'est tellement... En fait, c'est un côté incroyable et c'est un côté vraiment horrible. En fait, quelque part, je pense que même Varna, ça t'a préparé pour le concours. Oui, oui. Parce que moi, je me souviens, en tout cas, quand je suis monté chorégraphe, 3 mois avant, je passais le concours de Paris, qui n'existe plus maintenant d'ailleurs. Mais, et ça m'avait préparé vraiment, réellement pour le concours. Et je pense que ça t'a beaucoup, beaucoup aidé, en fait, à monter comme ça, les doigts dans le nez. Super. Donc oui, après, un concours de promotion et un concours comme Varna, c'est très, très différent. Mais oui, en fait, je sais pas trop. C'est tellement différent, en fait. C'est pas le même stress, c'est pas le même enjeu, c'est pas les mêmes personnes dans le public, c'est pas le même jury, c'est pas les mêmes concurrents, c'est pas les mêmes conditions de travail, c'est pas les mêmes conditions de représentation. Tout est différent, même si le sujet à la base c'est la danse. Donc oui, je dis que le concours de promotion est plus stressant, mais en fait, c'est différent. C'est différent. Dans le concours de promotion, on a le jugement de nos pairs aussi, qu'à Varna, on n'a pas parce qu'on voilà, on est tous des danseurs. Et il y a vraiment ce truc qui est vraiment différent. Le concours de promotion, il y a vraiment le jugement de nos pairs. Et on est là pour leur prouver qu'on peut monter et qu'on danse bien. Et, ce qui n'a rien à voir avec Varna, je pense, parce que Jean-Sébastien Collot, qui est un très bon ami, avait passé Varna et on avait longuement discuté là-dessus et il me disait que lui, il était arrivé vraiment très libre. Mais moi, quand je t'ai vu à la télé, je t'ai senti tellement libre. Non, mais vraiment, je t'ai senti hyper épanoui, hyper libre. Moi, j'ai adoré, hein, franchement. J'ai rarement vu quelqu'un danser comme ça, hein, toutes ces variations. Peggy, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, alors juste pour la petite anecdote qu'on vous avait dit tout à l'heure sur le de Éric Vuane, c'est juste qu'on a oublié de vous préciser qu'en fait, il visait le grand prix de la ville de Varna pour Paul. C'est-à-dire qu'il avait vraiment été séduit et c'est pour ça qu'il était déçu. Voilà. Donc il visait plus haut. Et peut-être par rapport au concours, pour ajouter quelque chose aussi, il faut savoir que Paul, finalement, avait une certaine pression parce que les gens l'attendaient. Il avait eu médaille d'or à Varna, donc forcément, il n'arrive pas outsider, ou en tout cas, voilà, on l'attendait un petit peu. Donc c'est aussi quelque chose qui est difficile à gérer. Et puis pour finir, je voulais juste vous parler un petit peu de préparation mentale, parce que justement, je suis dans cette spécificité, et vous dire aussi que cette année, j'ai commencé à avoir des résultats avec les jeunes, en tout cas pour 2 personnes par rapport au concours. Et je pense que c'est au même titre que la préparation physique et la préparation technique quelque chose d'extrêmement important qui a déjà été utilisé par les sportifs, notamment en Amérique et en Russie depuis 20 ans, qui est devenu routine quotidienne chez certains sportifs français de haut niveau depuis au moins 10 ans. Donc le fait de commencer à y penser pour des danseurs qui sont très matures, déjà en termes de préparation, très matures dans leur façon de gérer les choses, qui se connaissent bien, mais c'est un bon accompagnement et je pense que c'est intéressant de regarder ça aussi. Voilà.
juste cette info-là. Et Paul, peut-être, du coup, vous avez eu l'occasion d'aborder beaucoup de variations de solistes, de grands rôles à Varna. Des rêves pour l'avenir en termes de rôle, si on laisse son imagination? C'est un peu stéréotype, mais s'il y a un ballet que je veux danser, c'est le Lac des Cygnes. Donc voilà, c'est le rêve de toutes les petites filles. Moi, je veux danser Siegfried. C'est le rôle qui m'attire le plus, en tout cas pour le moment. Ouais, c'est le rêve absolu. On va vous retrouver sur la production, en tout cas, au mois de décembre. Pas en Siegfried, mais je serai Siegfried. sur le lac, oui. Avec quelques petits rôles de solistes? Non, a priori, non. C'est les danses de caractère seulement? Oui, voilà. Les danses de caractère, d'accord. Alors, du coup, peut-être qu'on peut ouvrir à vos questions, si vous en avez, que ce soit pour Peggy, Grégory ou Paul. Prennent le temps, n'hésitez pas. Oui? Oui, une question peut-être un peu hors sujet, et peut-être sans réponse, je ne sais pas. Vous avez un micro qui arrive. Depuis le début, là, on entend que la blessure, le risque de blessure, c'est très prégnant dans votre métier. Puis il y en a quand même qui arrivent à ne pas se blesser. Alors, est-ce qu'il y a uniquement de la chance? Est-ce qu'il y a des méthodes? Est-ce que la préparation du mental peut aider à ça? J'aurais aimé en savoir un petit peu plus à ce sujet, si c'était possible. En tout cas, juste par rapport au sujet de la préparation mentale, oui, effectivement. Il faut quand même partir du principe qu'on est tous, quand on arrive dans le corps de ballet, on est tous bons. On a tous fait l'école de l'excellence à l'école de danse, avec des niveaux un petit peu différents, mais on est des danseurs qui sommes confirmés. Après, c'est le début de quelque chose de nouveau, donc il y a une complexité en fait dans l'accompagnement entre l'école de danse et le corps de ballet, la vie professionnelle. Donc là, c'est un moment un petit peu fragile, où finalement, ils apprennent à se connaître dans une nouvelle vie. Par rapport à la blessure, il est vrai qu'il y a des situations où on se rend compte, enfin je me suis rendu compte, que la peur d'être dans des situations, le stress, peut faire qu'une personne, et le manque de confiance en soi, peut faire qu'une personne va vouloir reculer le moment de l'action en se disant « je vais attendre d'être prêt pour arriver à l'action ». Et cette attente, parfois, se matérialise par la blessure. Je ne veux pas dire qu'ils le mettent en place volontairement, mais on le retrouve assez fréquemment, de se dire, tiens, finalement, l'attente, il l'a créée par la blessure. Alors qu'en leur expliquant que finalement, c'est le fait de passer à l'action qui permet de prendre confiance en soi, parfois, ça permet des petits déclics. Après, il y a les routines aussi, le fait d'être dans une routine quotidienne, ce qu'on avait fait un petit peu avec Paul, faire en sorte qu'ils connaissent, ils savent qu'est-ce qu'ils vont apporter dans leur journée avant de partir dans leur journée. Ils ont un plan. Ça permet d'éviter de faire un peu n'importe quoi, d'avoir une certaine hygiène de vie, même si c'est des gens qui sont déjà très matures. Paul a à peine 19 ans. Donc, il fait de l'arthrose. Hein. Voilà. Oui, après, il y a l'usure qui, là, n'a rien à voir avec... Après, il y a différents physiques aussi. Il y a des physiques qui se blessent plus. On a vu le cas de Hervé Moreau, par exemple, qui est très longiligne, qui a un super beau physique. Et malheureusement, des fois, ça se casse. Moi, j'ai eu 3 opérations au genou. J'ai pris une année sabbatique de l'opéra pour aller dans la compagnie d'Éric Vuan, justement, à Nice. C'est sa première année. Je me suis pété le ligament croisé. Alors que j'étais en super forme, que j'étais pas stressé, j'étais pas triste. Peut-être un peu trop de travail, mais voilà, il y a plein de choses. La charge de travail, le physique aussi. Vous voyez, Karl Paquette, il a tenu jusqu'à maintenant, il s'est quasiment jamais blessé. Et vous voyez son ossature qui est beaucoup plus épaisse que Hervé Moreau, par exemple, qu'un Hervé Moreau, ou même qu'un Mathieu Gagnon qui est très longiligne, pareil. Donc oui, après, ça dépend de la charge de travail, du rôle dans lequel on t'attribue. Voilà, il y a plein de paramètres un peu... on n'est pas tous égaux face à la blessure, voilà, mais vous non plus, vous n'êtes pas égaux face à la blessure, je pense. Mais, Et Paul, du coup, la préparation mentale a changé quelque chose pour vous dans votre rapport à votre corps ou dans votre rapport à la technique? Alors, très honnêtement, pour le moment, je découvre un petit peu tout ça. Et je découvre, entre autres, grâce à eux, puisque finalement, j'ai jamais eu beaucoup de blessures. J'ai des petits bobos, mais qui sont
complètement soignable. Et en fait, je découvre au fur et à mesure des nouvelles douleurs. Et c'est les danseurs, les ostéopathes de l'opéra, les kinés et tout le staff médical qui, en fait, nous guident, nous disent comment rétablir le problème, comment ne plus avoir mal, ce qu'il faut faire, s'il y a réellement besoin d'un arrêt ou pas. En fait, ça s'apprend au fur et à mesure. Et oui, c'est absolument pas quelque chose de naturel. Il faut obligatoirement être guidé, écouter son corps. Et donc oui, forcément, la préparation mentale sur le fait d'écouter son corps. Est-ce que c'est une blessure sur laquelle je peux danser? Est-ce que je peux absolument pas? Pourtant, ça me fait plus mal qu'une autre blessure. Enfin, on est toujours en train de se poser des questions, mais la préparation mentale permet en fait de vraiment savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Ça nous impose en fait des limites que du coup on ne franchit plus et qui nous mettent dans la meilleure des situations. Et Paul a eu beaucoup de mal au début parce qu'il avait mal aux pieds. Il a eu beaucoup de mal au début à s'écouter et à prendre un jour de repos quand il fallait prendre ce jour de repos. Il dansait non-stop. Il avait le week-end où il faisait des galas. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, pendant 4 mois, ça a été ça, avec les week-ends galas, la semaine répète, plus cours, plus spectacle. Et il avait mal aux pieds. Il y a un moment donné, il arrive en répète, il me dit « j'ai mal aux pieds, qu'est-ce qu'on fait ?» On ne fait rien, non. Donc du coup, il rentre chez lui, il se soigne. Là, c'est un travail qu'il a fait en fait durant ces 4 mois, c'est de s'écouter, de se dire voilà, là j'ai mal, j'y vais tranquille, et je rentre chez moi, je glace, je fais quelque chose comme ça. Mais c'est très difficile de s'écouter. Paul, par exemple, est quelqu'un d'hyper travailleur, et il va pas nous dire tout de suite qu'il a mal aux pieds, donc il va continuer à danser sur ses problèmes. Et à un moment donné, ça marche plus en fait. Et là, il va dire, j'ai tiré. Mais des fois, c'est un peu trop tard. C'est ce qui est arrivé, par exemple, avec le cas de Ambre. Elle a eu mal pendant 1 mois avant. Moi, je ne l'ai pas forcément écouté parce que c'était quelqu'un d'hyper, pareil, acharné du travail. Et Emmanuel Legris arrive pour les voir dans Donizetti, le pas de Donizetti. Et il voit Ambre qui ne peut plus relever sur pointe. Et là, on s'arrête. Il nous parle, il parle à Ambre en lui disant « Écoute, il y a un problème, tu danses très bien, il n'y a pas de souci, mais tu ne peux pas relever sur pointe, le concours c'est dans 2 semaines, comment on fait ?» Et Ambre n'a pas su s'écouter, par exemple, face à sa douleur, face à sa blessure. Et du coup, on a dû prendre la décision, ce qui a été très déchirant pour nous deux, mais on a dû prendre la décision et on lui a dit le lendemain, écoute Ambre, tu peux pas faire Varna, il faut que tu laisses la place à Paul parce que tu peux soit te blesser, soit blesser Paul, et vous pouvez vous mettre votre saison l'année prochaine en l'air juste à cause d'une bêtise. Et moi j'en ai pas dormi la nuit en fait parce que je savais pas comment lui dire, mais la meilleure chose que j'ai pu lui dire, c'est on n'envoie pas un athlète au JO blessé. Voilà. Et pour moi, Varna, c'est les JO. Et je ne pouvais pas l'envoyer à demi. Enfin, elle ne pouvait pas danser, quoi. Donc voilà, en tout cas sur la blessure et sur tout ça, il faut savoir s'écouter, il faut savoir connaître son corps. Après, par rapport à Ambre, elle a eu de nouveau la même douleur à l'approche du concours. Donc elle a commencé à se poser des questions justement, puisque là on parlait de mental tout à l'heure, sur qu'est-ce qui pouvait se passer en elle au moment de l'approche d'un concours. Évidemment il y a le stress, mais il n'y a pas que ça. Et elle a pu, on en a discuté ensemble, se rendre compte aussi que peut-être qu'elle mettait en place quelque chose par la peur du résultat, de se dire oui mais si ça marche pas, au moins je pourrais me dire oui mais j'avais ça qui a fait que ça n'a pas marché. À l'inverse, si ça marche, bah oui mais j'ai réussi et en plus j'avais ça. Elle en a pris conscience et je pense que le fait de prendre conscience de ce genre de raisonnement au fond de nous permet d'éviter et de faire baisser la douleur, parce qu'on n'est plus focalisé sur la douleur à ce moment-là. Donc ça joue vachement aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être qu'on peut prendre? Oui. Bonsoir, j'ai 2 questions, une pour Paul, une pour Peggy. Paul, je me pose la question par rapport au concours dans le corps de ballet. C'est une tradition française, c'est totalement exclusif à l'Opéra de Paris. C'est un moment qui est évidemment très intense, très particulier, il y a beaucoup d'enjeux. Comment est-ce qu'on fait pour finalement garder le plaisir de danser? Parce que finalement c'est ça, c'est-à-dire qu'on vous voit sur scène et que ce que vous aimez, c'est à travers votre art exprimer quelque chose et qui touche le public. J'imagine que pour passer le concours et pour être
pour être gagnant de ce concours, il faut savoir montrer qu'on est capable de faire ça et arriver au soliste. Comment est-ce qu'on arrive à faire ça alors qu'on doit être effectivement hyper stressé vu l'enjeu? Moi, je fonctionne vraiment sur le principe que si j'ai pas envie de faire quelque chose et que je suis obligé de le faire, ce sera pas productif et ça servira à rien. Et très honnêtement, je pense pas avoir eu un seul jour depuis que je fais de la danse où j'ai pas eu envie d'aller en répétition ou en cours de danse. Donc finalement, en fait, je me suis jamais retrouvé confronté au problème de pas avoir envie de faire quelque chose et du coup de faire n'importe quoi. Et après, pour le stress, ça c'est différent. J'ai eu beaucoup de mal à gérer mon stress. J'ai encore beaucoup de mal à gérer mon stress. Mais une fois de plus, c'est des personnes qui sont autour de nous en fait et qui nous aident, qui nous parlent aussi de leurs expériences parce qu'ils ont aussi passé les concours de promotion. Ils savent ce que c'est de se retrouver sur cette scène. Et au fur et à mesure, on essaie des techniques. Ça peut être des superstitions, par exemple, ou un travail de respiration. Ça peut être n'importe quoi qui fait qu'on va réussir à gérer de mieux en mieux. Mais comme tout, ça vient avec l'expérience, avec la transmission, et ça ne s'invente pas. Pour vous répondre, la notion de plaisir chez un sportif ou un danseur, un artiste, elle peut partir du moment, on l'a vu avec Djokovic dans le tennis, c'est-à-dire qu'il a gagné énormément de choses, il a peut-être atteint pratiquement tous ses objectifs à un moment donné de sa carrière, et il y a une espèce de phénomène d'usure où finalement il perd l'essentiel. On voit ça peut-être un petit peu plus tard et sur des grands champions où ils perdent juste le fait de revenir à la base, pourquoi ils font du tennis et qu'est-ce que cela leur apporte. Et ça peut être quelque chose à gérer. Maintenant, pour ce qui est du plaisir en scène, aussi par rapport à la préparation mentale, il y a le phénomène de flow. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler. C'est l'histoire de la pleine conscience que j'ai essayé de faire comprendre à Paul. C'est-à-dire être là dans le moment présent, sans détracteurs mentaux, se rendre compte qu'on a une mission aussi qui est supérieure au simple fait de passer un concours. À l'époque, quand il s'est présenté à Varna, il y avait eu pas mal de problèmes, notamment il y a eu les attentats à Nice. Et j'essayais tous les jours, le matin, après le petit déjeuner, de lui faire lire un peu l'actualité ou de lui donner des informations pour qu'il se rende compte, de relativiser et se rendre compte qu'on est des ambassadeurs d'une mission qui est la danse, pour faire rêver les gens, tous au même moment, au même endroit, certaines fois. Et je sais pas si ça a eu une action sur toi, mais en tout cas, moi, j'ai essayé d'aller vers ça. Oui, d'ailleurs, je me souviens très bien d'une famille de Toulousains qui était à Varna et qui était venue nous voir après le 3e tour sur scène. Et ça m'avait énormément touché parce que, donc forcément, ils étaient au courant de tout ce qui s'était passé en France à ce moment-là. Et ils m'ont tout simplement dit merci de nous avoir fait rêver et de nous avoir fait oublier nos problèmes. Et en fait, je pense que tu as fait du mieux que tu pouvais. Je pense que je ne l'avais pas complètement compris. Et quand j'ai eu cette famille qui est venue me dire ça, là, j'ai réellement eu le déclic de comprendre ce que tu étais en train de me dire. Souvent, on dit « détends-toi, c'est que de la danse ». Ça veut tout dire, quoi. Enfin... D'autres questions, peut-être ? Si je peux poser ma deuxième question, cette fois à Peggy. En fait, je parle toujours du concours de promotion. C'est quelque chose d'assez stressant, ça on l'a bien compris. Et je trouve ça absolument fascinant tout le travail que vous faites sur la préparation mentale. Merci. Parce que je trouve ça absolument primordial. Surtout que quand on regarde le corps de ballet de l'Opéra de Paris, moi j'ai la chance de beaucoup voyager et de voir pas mal de danse. Moi je suis stupéfait parce que la plupart d'entre eux c'est juste des solistes potentiels en puissance, quoi. C'est incroyable. Donc il y a beaucoup d'excellents éléments. Il n'y a pas forcément de place pour tout le monde. Mais quand on voit des jeunes danseurs qui sont pas forcément qui sont pas solistes évidemment, mais qui sont peut-être même pas sujets, qui ont une puissance artistique, une puissance créative, incroyable sur scène et qui s'écroulent au concours. Enfin, nous à l'extérieur, on a du mal à comprendre que ça se passe comme ça. Et
Et donc ce travail, je pense, est extrêmement important. Et est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de développer pour le concours de promotion, et est-ce qu'on vous le permet à l'Opéra de Paris? Alors justement, cette année, dans le cadre de mes études, dans le cadre de ma deuxième année de master, donc qui s'intitule Entraînement et optimisation de la performance du sportif, parcours préparation mentale. Et il y a aussi un parcours vidéo-analyse qui est très intéressant, mais plus adapté au sport co. Comme je disais tout à l'heure, je dois faire mon stage dans une structure de sportifs de haut niveau. Moi, je considère que les danseurs sont des sportifs de haut niveau et j'étais pas prête à aller donner ce que je ressens aux footballeurs. Ou là, au rugbyman, en fait, je sors d'une semaine de séminaire à l'ASM de Clermont-Ferrand où j'ai pu rencontrer pas mal d'acteurs du staff et notamment le préparateur mental qu'on a rencontré aujourd'hui. C'était hyper enrichissant. Je me rends compte que ça peut être attribué à d'autres sports, effectivement, même pour une danseuse peut s'occuper de rugbyman. Mais j'ai quand même un amour profond des danseurs, donc j'avais envie de donner ça aux danseurs. Donc je suis allée démarcher Aurélie Dupont, qui a accueilli ça très favorablement et qui me permet de faire mon stage dans la structure. Donc au début, la question c'était avec qui je vais travailler. Moi, j'étais assez sensible à la période charnière entre l'école de danse et le corps de ballet pour les accompagner, parce que le préparateur mental, c'est un accompagnateur. Le but, c'est d'arriver à rendre autonomes les danseurs, de faire en sorte qu'ils comprennent certaines choses, qu'ils se connaissent, qu'ils apprennent à se connaître, et justement de les rendre autonomes. Ça peut être un défaut au début quand on commence. Moi, je sais que par rapport à Paul, on était 24 heures sur 24 ensemble, d'être dans une espèce de fusion qui n'est pas validante, et là, je l'apprends. Je pense qu'il faut quand même, justement, au contraire, ne pas rendre le danseur dépendant, c'est très important, et au contraire, le pousser à l'autonomie, qu'il puisse s'autogérer et vous lâcher la main le plus rapidement possible quand il sera prêt. Donc là, la population, c'est les jeunes danseurs, CDI, CDD, stagiaires, et il y a certains danseurs qui sont venus me voir en me disant « mais pourquoi eux et pas nous, dans le corps de ballet ?» Donc j'ai demandé la permission, c'est en train de s'ouvrir. Je vais aussi pouvoir voir une danseuse étoile bientôt. En fait, voilà. Après, la difficulté, c'est que je suis soumise à la confidentialité. Donc, du coup, tout ce qu'on m'apporte, je n'en parle pas. Je suis une tombe. Et par contre, je suis quand même en lien avec le staff. Donc là, j'ai rencontré Clotilde Vaillé la semaine dernière, où on a une discussion qui va être beaucoup plus générale, c'est-à-dire, bon, qu'est-ce qui leur pose problème, en fait? Donc là, en l'occurrence, quand ils viennent de rentrer, c'est les remplacements. Le warning, il est j'ai super peur, le remplacement. C'est vrai que c'est très difficile, et ça, on pourra. Et après, elle va affiner, elle va apporter, elle va dire est-ce que, finalement, au lieu de voir ça comme un stress, est-ce qu'à l'inverse, ils ne peuvent pas commencer à visualiser ça en termes d'opportunités positives? Moi, je vais faire le retour derrière, on en parle ensemble. Je leur donne aussi des cours collectifs où je leur ai présenté la préparation mentale. On a fait un retour sur la compétition après le concours. Apprendre que, ce que je disais à Paul cet été, on est, entre guillemets, en compétition qu'avec soi-même et pas forcément avec les autres. Ça ne sert à rien d'avoir un mauvais esprit. Le but étant d'aller chercher ses propres compétences et d'être au mieux. Maintenant, pour finir pour votre question, pourquoi il y a des danseurs qu'on voit super bons à l'entraînement ou dans l'année et le jour J? Souvent, justement, ils ne sont pas dans ce flow de pouvoir être là, pleinement dans le moment présent, pour optimiser toutes leurs performances. Ils sont perturbés par le stress, perturbés par des événements extérieurs qui arrivent parfois le jour J. Enfin, il y a plein de choses qui se passent où ils ne se sont pas suffisamment préparés mentalement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de danseurs qui pensent qu'il faut arriver le dernier mois ou à 3 semaines avec un coup de baguette magique et dire voilà, j'ai besoin d'un préparateur mental, faites-moi de la magie. Non, la préparation mentale, c'est un entraînement sur toute l'année, en fait. Ça ne se fait pas comme ça au dernier moment. Même si, dans le cadre de mon stage, j'ai quand même eu 2 résultats positifs. J'ai coaché en studio et mentalement Claire Gandolfi, qui n'avait pas vraiment eu de résultats depuis, on va dire, 6 ans en termes de classement. Elle était deuxième, elle n'est pas montée parce qu'il n'y avait qu'une seule place. Et Alice Catonnet, qui est montée sujet cette année. Donc c'est vrai que c'est plutôt encourageant en termes de résultats de se dire bon, je vais continuer dans ce profil-là. Alors, je pense qu'il faut qu'on arrête bientôt. Est-ce qu'on prend une dernière question peut-être? Je crois que, monsieur, vous aviez effectivement... on va vous amener le micro.
Bonsoir. J'ai une question bien futile. Si je ne pose pas ma question bien futile, je n'aurai jamais votre réponse très réfléchie. Vous êtes espoir montant de l'Opéra de Paris. Il y a autour de nous, partout dans le monde, d'autres compagnies où il y a d'autres espoirs montants. J'évite d'utiliser le terme étoile, on ne peut pas, astre. Comment fait-on lorsqu'on est danseur à l'Opéra de Paris, avec l'as le matin, des répétitions, des spectacles, des tournées, préparation de concours internes, externes? Comment fait-on pour se tenir, pour connaître ce qui se fait dans le monde de la danse ailleurs? Tout le monde ailleurs n'est pas forcément un concurrent à Varna. Ça peut être des partenaires futurs. Nous sommes fous de la danse, on peut lire la presse spécialisée. Je ne peux pas concevoir, mais peut-être j'ai tort, que les danseurs de l'Opéra de Paris lisent la presse spécialisée pour savoir ce qui se passe dans des compagnies ailleurs. Merci. Non, très honnêtement, on ne lit pas la presse, toute la presse sur la danse, les forums sur Internet, mais on va dire que je pense que ça marche comme ça réellement. Tout se sait entre les danseurs, que ce soit à l'Opéra de Paris ou dans les autres compagnies. Et rien que sur le fait que, par exemple, voilà, j'ai tissé énormément de liens avec des danseurs du monde entier à Varna, j'ai énormément de leurs nouvelles, et pas plus tard que dimanche, Amanda Gomez m'a raconté énormément de choses sur ce qui se passait en ce moment dans sa compagnie, comment ça s'était passé son retour de Varna dans sa compagnie. Donc en fait, on sait tout. On sait tout par les danseurs. Donc on n'a pas forcément besoin de lire les journaux ou comme ça pour être au courant de ce qui se passe. Mais lisez la presse quand même, c'est bien. Oui, lisez la presse quand même. Bref, un grand merci. Je pense qu'il faut qu'on arrête là. Un grand merci à Paul, à Grégory, à Peggy d'être venus ce soir. Merci à vous tous.